Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Bonjour à toi, mon cher Cardel. Bonjour à notre ami Kerr qui est à distance depuis son île Pokémon. Il est là. Salut. Il est sur mes genoux, toujours. Hop. Et on est là tout simplement pour vous parler, pour faire une petite critique de... C'était pas très bien séant. De, bien tout simplement, Altered Carbon. Altered Carbon, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais faire une petite introduction. Notre ami Kerr en parlera plus précisément. C'est, le showrunner, la showrunner, Laetesa Kaloglidis, qui était connu pour avoir écrit le scénario, notamment de Shutter Island, et un peu plus difficilement Terminator Genesis. C'est quelqu'un qui peut dire que sur son CV, il a écrit producteur exécutif d'Avatar. Bon, excusez-moi du peu. Et donc, Laetesa a été embauché par Netflix, tout simplement pour produire pour être le showrunner de la série Altered Carbon sur Netflix. Série qu'on attendait, qui était dans notre top 10 des séries les plus attendues. On va vous dire tout de suite si oui ou non, c'est mérité. Mais Kerr voulait préciser quelques points sur cette série. Ouais, alors la première saison est donc sortie le 2 février sur Netflix. C'est une adaptation, il faut le savoir, d'un roman de Richard K. Morgan. Et petite anecdote sympa sur la série, c'est Miguel Sapochnik qui a réalisé le pilote. Alors vous allez me dire, waouh, le scoop. Oui, mais c'est le monsieur qui a réalisé les deux derniers épisodes, de la saison 7 de Game of Thrones. Donc il a fait des trucs qui ont marqué récemment. Et au niveau du casting, on a Joel Kinnaman qui était le dernier Robocop, mais qui avait également joué dans House of Cards, dans The Killing, exactement, dans Suicide Squad, malheureusement. La Mexicaine Marta Higareda joue le rôle de Christine Ortega. On a également James Purefoy, qui était un des acteurs de The Following, mais aussi de Rome, qui est au casting. Christine Lehman, qui était une actrice des années 90 dans les séries télé, qui joue son épouse. Et il y a une actrice, je terminerai, de la série The 100, qui s'appelle Dishen Lackman. Voilà pour le casting. 10 épisodes dans cette première saison. La durée des épisodes entre 45 minutes et 1h10. Voilà. Et je rajoute juste que c'est un projet que Laetesa Kaloglidis avait en tête depuis une quinzaine d'années. Elle voulait d'ailleurs en faire un film à la base, mais le problème c'est que la classification R-rated, le interdit au moins de 16, en fait a compliqué complètement la vente au studio. Personne voulait produire ce film. Du coup, Netflix a débarqué en janvier 2016 et lui a dit... C'est combien ? Aïe ! Dis-moi, c'est combien ? Je te donne. Nous, on te veut. Ça fait mal. Nous, on te veut et voilà comment est née la série. Alors, il faut parler de l'histoire quand même, les amis, un petit peu de Carbone. L'idée globale de la série, c'est que la conscience humaine peut maintenant être transférée dans des piles. Le corps n'est plus qu'une enveloppe. La vie éternelle est donc pour les plus fortunés, ceux qui peuvent se payer enveloppe sur enveloppe. Et on le voit dans la série, il y a également d'autres choses comme des clones, etc. Il y a c'est un univers qui fait énormément penser, on le dira dans la critique, à Blade Runner. C'est vraiment dans le futur. Voilà, c'est très futuriste et il y a énormément d'idées dans cette série. Et alors tu dis vie éternelle, oui et non, parce qu'on peut te casser ta pile. Oui, bien évidemment. Que je te casse la pile. Par derrière, d'ailleurs. Et tu peux sauvegarder ta conscience. Vu qu'elle est à la base de la nuque, n'y voyez pas de mauvaise pensée. Et tu peux sauvegarder ta conscience. Parfois, des personnes... Alors oui, tu peux, mais que les gens les plus fortunés, mais ce que tu disais tout à l'heure. Sauvegarder sa petite pile et du coup se faire retélécharger dans un autre corps et une autre pile. On va suivre du coup un soldat qu'on appelle un diplo, qui est le dernier des diplos, qui était en rébellion contre le système moderne et qui a été mis du coup en prison. Sa pile a été désactivée. Il était en suspension. Elle est juste mise tout simplement dans une prison et où donc il reste comme ça pendant des siècles et il apparaît 250 ans après pour tout simplement résoudre un crime, donc c'est ce qu'on lui propose, en échange donc de sa liberté, d'un de ces fameux êtres presque immortels qui ont les moyens de se payer corps et enveloppe sur enveloppe. Qui s'appelle Bancroft. Et donc ces êtres qui vivent presque éternellement, ou en tout cas qui sont censés vivre éternellement, on les appelle les Maths pour Mathusalem, évidemment pour cet homme qui a vécu très très vieux. On va commencer par l'ami Cardel. Cardel, qu'as-tu pensé de la série ?
Eh bien, alors moi pour l'instant je n'ai vu que les 5 premiers épisodes. C'est une série que j'affectionne particulièrement. Je suis un peu à la manière d'Obélix. Je suis tombé dedans dès le début. Moi ce que j'aime bizarrement... Tu as gardé la ligne pourtant. Merci beaucoup. Moi, ce que j'aime énormément, bizarrement, c'est pas forcément son côté science-fiction ni son côté Blade Runner, c'est son côté polar, parce que c'est un film de genre, oui, mais une série vraiment multigenre et qui le mixe très très bien. Et son côté polar, notamment avec cette voix off, son enquête, cette enquête que l'on suit, ce détective un peu marginal, voilà, moi me plaît énormément, bien plus que le côté SF bizarrement de cette série. Voilà pour en général. Eh bien, en gros, en très gros. Du coup, moi, ce que je peux vous en dire, c'est que, eh bien, elle avait une petite odeur d'exotisme, cette série, quand j'en ai vu un peu les news et les premières images. Et je suis pas un grand fan de Joel Kinnaman, donc qui est l'acteur qu'on voit à droite. Je l'ai toujours trouvé. J'aime beaucoup, moi. J'ai toujours trouvé qu'il était antipathique. Dans House of Cards, je l'ai trouvé antipathique. Dans Suicide Squad, il est censé être un des gentils. Je l'ai trouvé antipathique. Bref, je trouve qu'il a l'air toujours trop rigide, un peu, excusez-moi l'expression, un peu le Ducon de service qui est un peu, tu vois, le militaire américain qui est juste le best of the fils de pute, tu vois, pour être là toujours, être dans les meilleurs. Et donc, c'est vrai que cet acteur, j'ai jamais eu un vrai même attachement dans The pour lui. Killing que j'ai pas vu, donc du coup, je peux pas parler de The Killing US d'ailleurs. Mais du coup, bon, cette série, je me suis dit, ça va être compliqué. Et puis du coup, très belle surprise. Alors, beaucoup de personnes vont dire que c'est une série qui est tellement un patchwork de plein de choses qu'on a déjà vues. Mais on n'a pas cité, mais tu peux dire aussi Ghost in the Shell. Il y a Alors, il y a vraiment plein d'éléments. Et je vais juste parler de plusieurs de ces séries pairs. Enfin, vraiment, c'est pas du plagiat. Parce que c'est des influences qui ont été avalées et digérées, comme beaucoup d'œuvres classiquement. Mais c'est vraiment, on sent une filiation très directe. On sent une filiation très directe avec les Nexus dans Blade Runner. On sent une filiation très directe avec tout l'univers graphique de Blade Runner. Il pleut tout le temps, des grandes villes qui sont sales, une criminalité accrue, le rapport avec le fait que la langue aux États-Unis est plus ou moins devenue l'espagnol, le mix des cultures qui fait que du coup tout le monde parle un peu toutes les langues. Et c'est d'ailleurs un point très très bien réussi. Tu dis espagnol, mais il y a énormément de langues qui se mélangent dans cette série. Il y a de l'arabe, on passe de l'arabe à l'anglais, puis à l'espagnol, puis machin. C'est toujours un exercice très difficile de réussir à faire ça et de rester compréhensible, et ça passe très 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 bien dans Altered Carbon. Donc on a vraiment une très grosse racine Blade Runner. On a, comme tu l'as dit, du Ghost in the Shell. On sent que, alors j'en suis à peu près à la première moitié, on sent que la deuxième partie pourrait complètement partir et se développer sur les thématiques de Ghost in the Shell. Si on n'est plus qu'une pile, si on peut faire des clones de sa propre conscience, à quel moment on est encore dans son humanité ou on a atteint un autre seuil. Il y a des IA, donc en gros on voit des IA qui se disent que oui ou non elles sont supérieures aux humains et qui se posent la question, certaines qui ont donc des points de vue différents. Il y a de mon point de vue une énorme part pas de copie encore une fois, mais de la culture qui est de Cowboy Bebop qui a été avalée. Pourquoi Cowboy Bebop ? Parce que Cowboy Bebop, c'était dans le futur, mais c'était basé sur un film noir, sur les codes du film noir, comme par exemple le Faucon Maltais avec Bogart. Et le truc, c'est qu'on avait vraiment eu on a le côté, la Terre a développé des colonies. Sur les colonies, il y a eu des guerres entre les colonies et la Terre. Il y a énormément de choses qui pourraient presque être prises comme ça, spécifiquement de Cowboy Bebop et réinjectées dans le film. Et si on mixe ces trois sources, donc qui sont Cowboy Bebop, Blade Runner et du coup le troisième qui s'appelle Ghost in the Shell, on a vraiment quasiment les plans d'architectes de Altered Carbon. Donc en gros c'est une série qui peut décevoir parce qu'elle n'apporte pas des choses nouvelles, mais en même temps elle mixe tout ça pour que j'ai pas eu l'impression que la gestion de l'humanité éternelle juste sous la forme de on change en permanence du corps était vraiment très travaillée. C'est dans Ghost in the Shell, on est d'accord, mais que c'était travaillé de cette manière-là, je l'ai jamais vu. Et donc en fait, c'est une série qui sait faire du neuf avec du vieux.
Donc on peut aimer, on peut être lassé, mais déjà ça c'est une chose qu'il faut garder en tête. La deuxième chose, c'est que concrètement, donc cette idée de film noir, donc je prends l'exemple du Faucon Maltais avec Bogart, ou encore de Casablanca, on suit un personnage qui en prend plein la gueule, et on le voit, le personnage principal a en permanence des cicatrices, le visage buriné, des coups qu'il se prend au sens propre et au sens figuré, et en fait, et là tu mets une des rares images où il n'a pas la tête cassée par le trichement du hasard. Mais c'est un flashback. Alors tant mieux. Et le truc c'est que en fait on a vraiment tous ces codes du film noir, les femmes fatales, donc c'est-à-dire des femmes qui ont des passés, qui vont par une attirance charnelle essayer de faire pencher le héros. On a vraiment tous les codes du film noir qui sont en place. Le film noir a, de mon point de vue, pas suffisamment sa place ces dernières années, parce que ce sont des films qui sont souvent plus matures, qui ont toutes les raisons de nous plaire, mais qui, souvent pour des raisons d'être tout simplement trop clichés, une femme fatale, un peu trop femme fatale, qui est un peu Jessica Rabbit, et en fait son passé c'est juste que elle s'est tapé le mauvais mec. Le Bogart du coin, c'est le mec qu'ils ont trouvé qui avait un peu la gueule cassée, et qui du coup a juste toujours l'impression qu'il a un problème dentaire. Et là, c'est des choses qui sont mieux dosées dans Altered Carbon, même si, je le dis, je trouve que Joel Kinnaman est pour l'instant un petit peu trop antipathique. Bogart jouait le mec antipathique, mais il avait tellement de charisme qu'on aimait le personnage et qu'on pouvait s'y attacher, ce qui est pour l'instant dans cette première partie de Altered Carbon pas le cas, et je pense que c'est un problème, parce que si je m'attachais plus à lui, et du coup je te pose la question ami Cardel, le truc c'est que si je m'attachais plus à lui, je pense que je mettrais cette série un peu plus haut. Si je m'y attachais comme un Spike Spiegel dans Cowboy Bebop, mon avis, cette série serait dans mes séries préférées de la décennie. Là, pour l'instant, il y a un truc qui cloche. Il est trop antipathique, ce héros, et il est entouré de personnages qui sont trop antipathiques. Toi, il te va, ce Joel Kinnaman ? Ah oui, complètement, mais même je le trouve. En fait, je l'ai pas du tout trouvé antipathique. Moi non plus. C'est vraiment une question personnelle. Après, il est froid, oui. Il est. Après, il a quelques bonnes vannes, ça je l'accorde, mais je m'attache pas à ce gars-là. Et puis en plus, le fait qu'il puisse, on se dit qu'à n'importe quel moment, il peut perdre son corps et potentiellement changer d'acteur, fait que je m'attache pas à ça. Mais ça, c'est un point très juste. Beaucoup de bonnes idées. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a une base scénaristique avec tout ce qu'on vient de vous dire de cette intro qui permet d'aller partout. Intro. Oui, c'est bon. Là, je résume mon avis. Juste après, je vais vous donner la version longue. Et le truc, c'est que on fera comme ça 3-4 vidéos et un director's cut pour les fans. Le truc, c'est que en gros, il y a vraiment énormément de bonnes choses. Je trouve que vraiment, il y a juste certains personnages qui sont un petit peu loupés. Je trouve que la flic, elle est un petit peu loupée. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je crois que c'est un problème d'actrice. Vous êtes dur. Elle joue pas très bien. Elle joue pas super bien dans la série. C'est une des actrices les moins douées de la série. Ouais, ça je suis vraiment d'accord. Et le truc c'est que si on parle maintenant d'esthétique, l'esthétique de la série, moi je trouve qu'il défonce. Les flics qui attaquent Diplo au début pour pas... Les costumes défoncent. On a vraiment l'impression d'avoir un chara-design comme si on était dans un manga. C'est particulièrement réussi. La scène d'intro les vêtements, enfin vraiment, c'est un truc que je note assez rarement dans les vidéos, mais là les costumes sont extrêmement réussis. Ouais. Le mélange des cultures extrêmement réussi. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail. Et on n'est pas en train de se dire est-ce qu'on est en train de regarder une série qui imite le cinéma, etc. Non, ça, le budget, enfin, on ne sent pas un problème de budget. Ça va là où ça doit aller. Enfin, vraiment, pour le coup, la production, moi, je la trouve impeccable. Il y a une palanquée d'acteurs qui sont vraiment très réussis. J'ai juste une petite remarque, et je ne sais pas si c'est encore une fois des goûts personnels. Je trouve juste qu'ils ont, du coup, comme les corps s'interchangent, etc., il y a un côté très chimiste, très anatomie, très médical, du coup, de la manière dont on regarde les corps, et qui ne va pas, du coup, avec les scènes de sexe. Parce que du coup, on désacralise et on décharme, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, le corps. Et après, on nous montre une scène de sexe. Et ce que je trouve étonnant, c'est que donc de ces scènes qui pourraient peut-être être par nature, du coup, trop médicales, tu vois, trop froides, eh bien, les corps féminins, je trouve que les femmes sont extrêmement, et je suis désolé de ce que je vais dire, mais sont extrêmement laids. Et du coup, c'est très bizarre.
tous les hommes sont extrêmement musculeux. Ils ont tous des corps où dans la série on nous explique que c'est des corps qui ont été triés sur le volet, et les femmes à côté de ça sont vraiment assez moches, et du coup ça doit être un truc personnel, mais j'y trouve vraiment laid, et c'est des corps de femmes qui ont été vraiment choisis pour ressembler à des corps d'hommes. Et ce sont des femmes très musculeuses, qui ont vraiment très peu d'atouts féminins, qui sont vraiment, tu sais, un peu décharnées, souvent vieilles. Et donc, je trouve que c'est un les corps masculins sont pas beaux non plus. Le corps de Joel Kinnaman, c'est juste des corps musculeux, c'est ça que je disais. Le truc, c'est que en gros, il y a une espèce de cohérence esthétique dans le choix du casting. T'es pas encore arrivé au moment où on voit la flic à tenue, Non, mais le truc, c'est que en gros, il y a une cohérence esthétique dans le casting qui est que je trouve très marquée. Vraiment, tous les corps, on a vraiment une cohérence de l'équipe casting, et je trouve que le propos autour du corps est très bizarre. Un coup, tu vois, on veut le corps très sensuel dans une scène, et la scène d'après, on veut montrer le côté un peu dégoûtant des corps. Tu vois, un peu à la Matrix, ou les tuyaux avec. J'ai pas senti ça du tout. Moi, au contraire, moi, ce que j'ai senti, c'est que le corps est totalement désacralisé, et effectivement, comme l'explique la série, ce n'est qu'une enveloppe. C'est tout à fait ça. Donc, ouais, le corps, au contraire, de n'importe qui, le corps est complètement désacralisé et n'est là que pour être là, en fait. C'est pas en contradiction avec ce que je dis, hein. C'est juste la manière esthétique de le présenter. Ouais, je sais pas, non, mais ça m'a pas. Comme j'ai dit en intro, c'est à mon avis plus une question de goût. Et donc, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé de cette série ? Alors moi, j'ai vu les 10 épisodes. Alors, c'est une série qui est très intéressante et qui m'a énormément étonné et marqué, mais pas tout le temps, et pas sur toute la durée. Alors, le pilote, je l'ai trouvé vraiment très efficace, et j'ai été bluffé par ce qu'a pondu Netflix. Tu as parlé de la production, c'est extrêmement propre, les effets spéciaux sont très soignés, on dirait pas du tout. Enfin, moi, visuellement, j'y ai pas vu une série télé, hein. Il y a la production, la qualité de cette série est au-dessus de nombreux films qui se veulent spectaculaires, hein, et qui sont produits aujourd'hui et qui sortent en salle. Le pilote, outre son esthétisme, mais bon, ça je vais pas revenir dessus, et puis ses influences, parce que tu as parfaitement résumé le truc, le pilote amène l'intrigue d'une manière qui est très efficace, qui fait que tout de suite on est dedans, et jusqu'au bout on va être dedans. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Alors l'intrigue n'est pas simple, hein, à suivre, mais elle est vraiment cohérente. Et ça, c'est quelque chose qui est un atout pour ce genre de série, parce qu'il y a beaucoup de séries qui se perdent dans leur narration et qui après essayent de se rattraper à quelques branches tout en laissant de côté. Là, dans Altered Carbon, c'est pas du tout le cas. Et ça, c'est un gros plus. L'autre élément que moi j'ai énormément aimé dès le début, c'est le côté extrêmement mature de la série. Vulgarité, mise à mort, souvent très violente. Il y a des scènes qui sont d'ailleurs très violentes. Il y a de la nudité aussi. Il y a le traitement du corps est très intéressant dans cette série. Alors, vous l'avez globalement tous les deux bien résumé. C'est vrai que la possibilité de changer d'enveloppe pour une personne riche ou pour les héros de la série, pour diverses raisons, assez facilement, voire même très facilement. Le fait qu'on puisse se téléporter d'enveloppe en enveloppe, le fait qu'on puisse les cloner, le fait qu'on puisse emprunter des enveloppes, etc. Tout ça désacralise totalement le corps, et du coup, ça ouvre des portes qui sont très intéressantes. Par exemple, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans la série, c'est le fait que, à certaines occasions, on va ressusciter les défunts, ceux qui n'ont pas de nouvelle enveloppe. Et à l'occasion, par exemple, de la fête des morts, on passe la journée avec les proches qu'on a perdus. Et il y a plein d'idées comme ça dans la série qui apparaissent petit à petit et qui ne sont pas toutes balancées au début. Ceci étant dit, j'aurai un bémol un peu plus tard après sur les idées. Mais sur les idées, moi, la série m'a mis sur le cul sur, on va dire, 5-6 épisodes. Il y en avait partout, tout le temps. Je l'ai noté parce que je trouvais ça hyper intéressant. Et en dehors des idées, il y a aussi un ton dans la série qui est très intéressant. C'est cette espèce de... Il y a un second degré qui est permanent. Le héros, il se balade avec un sac de licorne rose. Alors, moi, je trouve ça... moi, ça m'a fait beaucoup marrer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça. Je pense à Poe, le boss de l'hôtel... l'IA de l'hôtel, pareil, il y a beaucoup d'humour. Tu parlais de l'humour de Joel Kinnaman, de son personnage de Kovacs
dans la série, c'est vrai. Et tous ces éléments-là, la maturité, l'humour, l'univers et tout, fait que pendant longtemps dans la série, dans cette première saison, j'ai été complètement dedans, à tel point que lorsque j'ai terminé un soir, j'avais qu'une envie, c'était de continuer, mais c'était pas raisonnable vis-à-vis de l'IRL, j'ai envie de dire. Et voilà. Et puis après, donc ça, c'est le cas pendant les 6 premiers épisodes. Le 7e épisode est un épisode important, mais qui est un épisode qui est différent. C'est d'ailleurs le plus long de la série. Si je dis pas de bêtises, peut-être que le pilote est plus long. Et à partir de l'épisode 8, 9, 10, moi, j'y ai vu énormément de défauts, qui fait que je suis un petit peu... c'est un peu retombé. Alors, ça n'est pas mauvais, la série ne se termine pas mal, enfin, la saison ne se termine pas de mauvaise manière, j'ai envie de dire, mais c'était pas aussi prenant que les 6 premiers épisodes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une série qui est très usante. En fait, le rythme est très élevé, et au niveau de l'intrigue, il se passe toujours quelque chose constamment. On a rarement de répit dans cette série. C'est surtout le cas, j'ai envie de dire, dans la fin de la saison. Et il y a des choses qui ont commencé à amuser, comme par exemple le fait qu'un coup je t'attrape, en fait tu crois que tu m'as attrapé, mais non, finalement c'est moi qui t'ai attrapé. Constamment des retournements de situation, des visages détruits, des visages reconstruits. Et en fait, je spoil pas du tout, hein, mais ça part vraiment dans tous les sens. Et à un moment donné dans l'intrigue, on s'enferme dans une direction et on n'en sort plus. Et ça m'a un petit peu cassé dans mon délire. Et oui. Si tu me permets, moi je voulais juste rebondir sur. Tu parlais du rythme des épisodes. Et moi je pense que le plus gros problème de la série, qui est un problème latent et dont on parle régulièrement, c'est le fait que ce soit une série Netflix. C'est-à-dire que là où Netflix a, comme l'a expliqué Cardel, eh bien, accueilli à bras ouverts en se disant c'est pas grave que ce soit une série rated R, c'est une série pour les plus vieux, et du coup il y a eu cette production, il y a eu cette qualité de production, ces moyens de production, et donc tous ces avantages qu'a amené Netflix. Et bien à côté de ça, ça a amené l'énorme problème que tous les épisodes sont sortis en un coup, et que du coup on n'a pas eu une hype d'attendre une semaine pour se dire mais qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode prochain. Tout à fait. Se dire ah mais l'épisode d'après, mais qu'est-ce qui se passerait. Je pense que cette série, ne serait-ce que là j'en parle pour nous, peut-être pour moi, mais le plaisir que ça aurait été de faire une vidéo par semaine pour se retrouver entre potes, pour se dire qu'est-ce qu'on pense, de là où ça va aller, rêver la série, etc. Enfin franchement ça aurait été un pied comme Westworld, tu vois. Et le truc c'est qu'avec le début, pas Westworld. Le début qu'on n'avait pas sûr. aimé, puis ensuite la découverte, puis après moi c'était ça a démarré très très mal Westworld, et à la fin c'était peut-être ma série préférée de l'année, et au global on a vraiment enfin c'est dommage quoi, on est passé à côté d'une série où si on l'avait regardée petit à petit, il y a tellement d'idées, elles auraient infusé, et ça aurait à mon avis plus marqué la culture populaire, aussi grandement que peut marquer une série Netflix, là où du coup c'est pas le cas. C'est pas cette série, c'est pas la plus grosse série Netflix, Stranger Things. C'est pas un Stranger Things où juste on va suivre une descente dans la forêt secrète par des enfants, et oh mon Dieu ils ont trouvé un zombie. Là c'est vraiment une vraie aventure avec des retournements de situation. Ça aurait mérité une diffusion hebdomadaire. Je suis plutôt d'accord. Je te rejoins, et en fait le problème c'est, si on revient un petit peu sur l'année 2017, parce qu'on l'avait dit à l'occasion de la diffusion de la saison 2 de Stranger Things, moi je suis persuadé que si Stranger Things avait été diffusé chaque semaine, la série aurait fait autant de bruit, enfin peut-être pas autant, mais presque autant de bruit que Game of Thrones saison 7. Et vraiment parce que la saison 2 de Stranger Things avait tout pour casser Internet, et notamment dans son montage avec les cliffhangers de taré à chaque épisode. Elle avait tout pour vraiment tout casser semaine après semaine. Et je pense que Altered Carbon avait ce potentiel-là aussi. Même si j'ai peur, moi, que son scénario, qui parfois, il y a vraiment des épisodes où il faut aller réfléchir, essayer de se rappeler ce qui s'est passé à tel ou tel moment. Il y a des petits détails qui vous échappent, vous revenez en arrière pour les revoir et vous dites « Ah bah oui, en effet ». Je pense que ça aurait pu peut-être un petit peu casser le délire, parce que je pense que Stranger Things était plus forte pour casser Internet et pour créer, entre guillemets, le buzz,
comme en profite par exemple Game of Thrones. Mais tu as raison, une diffusion hebdomadaire aurait été merveilleux. Et d'ailleurs, je pense que si la fin m'a beaucoup moins plu que le début, c'est parce que en fait, je me suis forcé à regarder les 5 derniers épisodes à la suite parce que je voulais avoir vu toute la saison pour aujourd'hui. Et je pense que ça m'a un petit peu cassé le trip. Après, il y a un autre point que je voudrais évoquer. Dans les influences, t'as cité Ghost in the Shell, Blade Runner, Cowboy Bebop. Il y a aussi Matrix. Il y a beaucoup Matrix. Le virtuel est très présent dans la série. Alors, on parle beaucoup de changement d'enveloppe, etc. Mais il y a aussi beaucoup le côté virtuel. Notamment, une des choses que j'ai trouvé le plus incroyable dans cette série, c'est la possibilité d'être plongé dans le virtuel, donc d'avoir l'impression d'être réellement dans la réalité, mais on est dans le virtuel, et d'y être torturé encore et encore, tué encore et encore, rebooté encore et encore, et jusqu'à, par exemple, il y a des tortures qui consistent à faire manger les globes oculaires de ceux qu'on torture, dans ce côté virtuel. Et il y a énormément d'autres aspects avec et idées autour de ce qui est virtuel, qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Au niveau mécanique aussi, des imprimantes 3D bioorganiques, des trucs comme ça, ou les prothèses. Enfin, il y avait des idées partout. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, l'influence Matrix, je reviens dessus, mais pour moi, elle est là. Et cette série m'a aussi, et vous allez être surpris, cette série m'a aussi beaucoup fait penser à une autre série qui n'est pas du tout de la même qualité, qui se prête beaucoup à nous faire rire, qui est Arrow. En fait, cette série, dans certaines scènes, notamment je pense à des combats, la manière de filmer certains combats, la manière de faire rentrer dans des scènes de combat des personnages au moment où on s'y attend pas, etc. Certains costumes, la lumière parfois, ça m'a fait penser à Arrow. Et c'est à chaque fois les scènes qui m'ont le moins plu. Et ça, moi, ça a été présent. Peut-être pas au début, mais très vite dans la série, je me suis dit, mais waouh, on dirait Arrow. Et plus la série avançait, et plus il y avait ce côté-là. Alors, je suis pas du tout en train de comparer les deux séries. Il y a un petit côté Arrow, peut-être des éléments qui me font penser à Arrow dans cette série, qui est pour moi vraiment très bonne, contrairement à Arrow. Mais j'ai trouvé ça cocasse, quoi. Je suis désolé, Pierre, mais on t'a un peu lâché. Arrow dans le carbone. Non mais je suis désolé, Kerr, on était d'accord avec ton point de vue. On était tous les deux en train de se dire, pour une fois, Kerr, c'est un truc de ouf, tout ce qu'il dit, on est d'accord. Et tu as comparé Altered Carbon, dont on dit du bien depuis 25 minutes, non, pas pour la comparer à Arrow. En fait, tu peux pas me troll parce que si tu veux vraiment que je justifie mon point de vue, je suis obligé de te spoil et de te gâcher la suite de la série. Et je n'ai pas du tout envie de le faire, donc du coup, je peux pas te parler de ce moment précis qui me fait clairement penser à Arrow. Il s'habille en costume vert et il tue des gens. Non, c'est pas du tout. Il envoie des flèches, il a un arc. Mais pas du tout. Il envoie des shurikens. Il envoie des... Qu'est-ce qu'il envoie ? Il envoie une arme blanche, sans doute. J'ai expliqué ce qui me faisait penser à Arrow. Je t'ai dit la lumière, la manière de faire entrer les personnages dans les scènes. Mais ça fait penser à Blade Runner, ça fait pas penser à Arrow. J'ai pas parlé d'Ark, en effet, c'est pas Arrow. Il y a pas Black Canary, il y a pas tout ça. On est d'accord. Il y a pas de super héros non plus. Mais il y a certains personnages qui m'ont fait penser à des séries de moins bonne qualité. Là, je parle pas forcément de Arrow, mais globalement de tout ce que peut faire Marvel ou DC en série télé. Il y a quelques personnages qui sont pas aussi réussis que d'autres. Par contre, là où vous avez défoncé Ortega, moi, je suis tombé amoureux de ce personnage. Mais vraiment, Ortega, arrête de dire vous, moi, j'ai pas encore pu parler. Ah ouais, tu vas pouvoir revenir dessus. Non, mais c'est bon, vous avez tout dit, c'est pas grave. C'est vraiment un personnage qui est très réussi, je trouve. Et il y a d'autres personnages qui sont très intéressants. Je pense à Poe, bien évidemment, Lia. Il y a Lizzie, aussi très réussi. Et puis, ce personnage de Kovacs, qui est très intéressant au début parce qu'il arrive dans la série, on le connaît pas, et dès le début, il nous dit de la fermer, il nous dit qu'il va nous casser les dents. Et c'est étonnant parce qu'on le connaît pas, ce mec-là. Et dès le début de la série, il fait une entrée fracassante. Après, et du coup, quel est ton avis, mon cher Cardel ? Attends, non, mais t'es reparti là, vraiment ?
Désolé, Non, mais alors, je dis pas ma phrase. À toi. Mais non, mais c'est pas ça. Non, mais t'étais reparti sur un truc. Mais vas-y, termine. Et du coup, moi, je propose qu'on écoute l'avis de Cardel, puisque ça fait presque 30 minutes. Tu me confirmes, Oupi? Ça fait 30 minutes. Du coup, quel est ton avis, Honnêtement, mon cher je sais Cardel? pas. Je dois avouer que je vous ai un peu lâché. Vous avez quasiment tout dit. Que puis-je dire? Je vous avoue, j'en sais rien. Je suis un peu perdu. Qu'est-ce que tu pensais de l'image, de la direction artistique vous et de la l'avez dit, photographie? c'était sympa. Non, je vais juste dire du coup un truc qui a pas été. Enfin, si, Kerr l'a dit en plus. Je voulais juste dire que moi, qui n'en suis qu'à l'épisode 5, ma seule crainte c'était que ça devienne un peu gloubi-boulga et que ça parte un peu dans tous les sens. Voilà, c'est tout, c'est ma seule crainte. Non, j'ai rien à rajouter. Vraiment. Bon, très bien. Du coup, mon cher Kerr, si tu veux terminer ta phrase pour conclure cette vidéo, merci à toi. Moi, je me rappelle plus, c'était une phrase sur quoi en plus. Alors, Non, t'étais je reparti disais- sur le tu- personnage de tu- Takeshi Kovacs. Et tu Voilà, comparais je ce trouve que- personnage au Voilà, Green oui, Martian de non, Supergirl. C'est intéressant en plus parce que je pense que vous, et vous nous direz que quand vous aurez terminé la série, vous pouvez le dire aussi dans les commentaires, mais je trouve que son évolution est curieuse. Parce qu'il est insensible à tout et il évolue d'une manière un peu bizarre. Voilà. Mais déjà, ce qui est bizarre, c'est pourquoi il prend l'enquête. Bah, et c'est une opportunité pour lui de se libérer aussi. Alors que il dit l'inverse Alors pendant qu'il longtemps, dit mais qu'il je s'en veux fout, mais dans les pas faits, spoiler. il s'en fout pas. Mais en gros, le truc, c'est que déjà, il y a un truc qui frictionne au niveau de pourquoi il prend l'enquête. Moi, je veux juste rajouter un truc. Vous parlez de production qui est au-dessus d'énormément de séries, d'énormément de films qu'on voit. Je trouve que vous omettez un peu rapidement la production des flashbacks que j'ai trouvé cheap au possible, et notamment lorsqu'on est avec les Diplos, quand ils s'entraînent, on nous parle d'une armée, on voit à peine 5 personnes. On a une esthétique qui fait énormément penser aux Chroniques de Shannara. Moi, c'est des moments qui m'ont beaucoup sorti. C'est dur parce qu'en termes de budget, Shannara, c'est. Eh ben, oui, et c'est vraiment, je ne parle que des flashbacks, je ne parle pas de l'entièreté de la série, mais il y a des moments justement, et moi c'est ce qui me sort un peu d'Altered Carbone. Ben ouais, il y a, c'est pas ouf les moments où on voit tous les Diplos ensemble, les costumes sont pas jolis, le décor est pas joli, ils sont très peu. Altered Carbone est la suite de The Undead. Peut-être. Nico, mais vous étiez en train de me troller sur Arrow, mais en fait, c'est de ça dont je parlais. Les flashbacks, quand ils sont tous dans la forêt, etc., qui sont une armée, mais qui sont 3, moi, ça m'a énormément fait penser à Arrow. Et il y a un autre moment où un personnage arrive en plein combat, et je me suis dit, mais c'est incroyable, on dirait un plan de Arrow. Voilà, c'était ces éléments-là. Mais bon, vu que tu l'as dit, maintenant, je peux rebondir. Ok. Foiré. Mais tu vois, regarde, quand t'es clair, c'est agréable. Donc, j'ai envie de dire, on fera sans doute, Mais je voulais une pas fois vous qu'on aura spoil. terminé la série tous ensemble, une vidéo un peu spoil, parce que je pense que l'univers mérite sans doute que on en tergiverse tous ensemble. En tout cas, si on vous faisait un petit résumé, est-ce qu'on vous conseille cette série? Oui. Moi, je vous la conseille hyper chaleureusement. Mon C'est cher un grand Cardel oui, c'est un grand oui. et mon cher Kerr. C'est une des meilleures séries Oui, c'est une très très bonne série, une des meilleures séries de ces dernières années. C'est Non, Ton- mais c'est vrai. Ton propos était supérieur à ton entrain. Et on se retrouve. Non, mais Alors, c'est vrai, non, mais... j'ai oublié YouTube. Déjà, n'hésitez pas à aller sur le site Cult & Click où il y a plein de news, cinémas et séries. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et surtout, le partage, parce que mon cher Cardal, le partage, c'est... La vie. Tout à fait. Tu as vu cette voix grave. Ah, mais bien sûr, c'est la voix de... C'est la neige dehors. Exactement. Oui, c'est vrai. Merci à tous d'avoir suivi. Désolé que Kerr n'ait pas pu venir en personne. Il était bloqué par la neige, tout simplement. C'est pour ça qu'il est habillé comme si il faisait tropical. Et on se retrouve dès demain, sans doute, pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao. Des bisous. Ciao.